Robert Muchemblé, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Diane. Je dois dire qu'on se connaît depuis plus de 20 ans puisque j'ai travaillé avec vous à l'université de Villetaneuse sous votre direction pour ma thèse. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un lieu formidable puisque nous sommes à la bibliothèque de l'Arsenal, qui est une bibliothèque que vous connaissez bien puisque on y trouve les archives de la Bastille, les fameuses lettres de cachet, mais aussi les archives de la lieutenance générale de police de Paris sur laquelle vous avez également travaillé. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour parler de justice et de criminalité sous l'Ancien Régime. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter votre parcours professionnel et peut-être les événements, les occasions qui ont présidé à ce parcours? Oui, bien sûr. Un peu d'autobiographie ne fait jamais de tort. Effectivement, je suis un fils de mineur, né dans le bassin minier et scolarisé à partir de l'âge de 7 ans. Auparavant, je ne parlais pas français, mais le patois picard, ce qui est d'ailleurs une des raisons de mon parcours et de ce que j'ai choisi par la suite. Et ce monde que j'ai vécu, où j'ai vécu jusqu'à l'adolescence, est aussi un monde assez spécial, un peu brutal, un peu dur, où précisément toute une série des choses qu'on appelle crimes ou violence existent à l'état naturel, ce qui m'a amené à m'intéresser à beaucoup de phénomènes de ce type. Scolarité, collège, lycée, et par une chance extraordinaire, j'ai été envoyé sur une voie royale, qui était en fait l'élitisme républicain, par mon instituteur, qui a imposé à mes parents de m'envoyer au collège. Sinon, je serais mineur de fond, sans doute disparu depuis longtemps. Je suis ensuite arrivé à l'université de Lille 3, qui s'appelait pas encore Lille 3, l'université de Lille, où j'ai fait mes études. J'ai ensuite fait mes thèses aux hautes études, on en faisait plusieurs à l'époque, une 3e cycle, aux hautes études à Paris, et une thèse de doctorat d'État, juste 10 ans, comme c'était la norme à l'époque, à l'université de Paris 1, sous la direction de Pierre Goubert. Dans la foulée, j'ai obtenu l'agrégation en 1967. Je suis devenu assistant à l'université de Lille, maître de conférence à l'université de Lille et professeur en titre à l'université de Villetaneuse, qui s'appelle aussi Paris Nord, Paris 13 Villetaneuse. Voilà à peu près mon parcours professionnel. J'ai pris ma retraite classiquement à l'université de Paris Nord et depuis ce temps-là, j'essaie de continuer à travailler un peu sur la justice aussi, notamment. Alors du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on comprend qu'il y a sans doute des éléments biographiques qui expliquent les sujets sur lesquels vous avez travaillé. Vous êtes un historien de la Société française d'Ancien Régime, plus attentif au comportement populaire, oui, aux femmes, à ce qu'on appelait dans les années 70 les marginaux, les insoumis. Vous êtes sensible également à l'histoire des sensibilités, on appelait ça des mentalités autrefois, des sensations. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur l'objet de la justice et comment est-ce que la justice et le crime sont devenus vos principaux objets de recherche? Est-ce qu'il y a des éléments de votre biographie qui expliquent ça? Bon, je suis arrivé un peu par hasard parce que ma culture française s'est développée à travers la littérature, en particulier
de façon universitaire, je n'étais pas orienté véritablement vers l'histoire. J'ai hésité à faire de la littérature. J'avais un très bon professeur de littérature du XVIe siècle, Albert-Marie Schmitt, qui m'a fortement marqué parce qu'il était en fait une sorte d'historien culturel, historien des émotions, des sens, mais à travers la poésie. Mon premier travail de recherche a été sur des poésies de jeunesse d'Agrippa d'Aubigné, c'est-à-dire assez loin du phénomène historique. Et je suis entré un peu par hasard dans le domaine criminel parce que j'ai commencé une thèse sur les peurs dans la région, ma région natale, la région du Nord, Artois, Picardie, Flandre. Et mon premier article, qui était un article aux Annales ESC, a intéressé aux États-Unis. On m'a invité un an à Princeton. C'était en 73-74 et c'est très marquant dans ce que j'ai pu faire parce que d'une part, la thématique c'était la culture populaire et la religion populaire. J'étais moins intéressé par la religion, mais je m'y suis lancé également. Et deuxièmement, comme je partais un an et que j'avais besoin d'archives, j'ai écumé les archives du Nord et j'ai découvert de nombreux procès de sorcellerie. Je les ai donc emmenés, non pas parce que je m'intéressais profondément à la sorcellerie, en fait si quand même, parce que ma mère connaissait beaucoup de superstitions picardes qu'elle me distillait régulièrement. Mais donc j'ai pris ces procès de sorcellerie en microfilm pour aller travailler dessus pendant un an à Princeton où je n'avais rien d'autre à faire que de la recherche, parce qu'il n'y avait aucun enseignement, c'était un système assez étonnant et extraordinaire parce que j'y ai appris à me battre avec les collègues, verbalement. C'était un univers très compétitif, où on disait énormément de mal des gens arrivés. Je sais que je suis un peu arrivé parce qu'on dit de plus en plus de mal de moi, mais à l'époque, comme les jeunes américains, j'ai été formé pendant un séminaire annuel à discuter les théories de tous les historiens à la mode. C'est une technique qui m'a modifié. Et dans ce moment, mon premier grand travail a été sur une forme de criminalité particulière, les procès de sorcellerie en Cambrésis. Mon premier travail publié, qui est issu de ce séjour américain et de la formation que j'avais reçue de cette ambiance extrêmement particulière d'un séminaire spécialisé sur la thématique de la culture et de la religion populaire. Puis ensuite, j'ai continué sur la sorcellerie, non pas parce que j'adore les sorcières en tant que telles, mais parce que c'était porteur et qu'on c'était en plein renouvellement, en particulier aux États-Unis, mais ça arrivait en France également. Mandrou venait de faire sa thèse sur magistrats et sorciers, et j'ai donc travaillé de plus en plus sur ces domaines. Je me suis rendu compte peu à peu que je n'étais pas du tout un historien de la justice. La justice, on en reparlera, c'est quelque chose. Moi, j'ai cherché dans les documents criminels la voix du peuple, la voix des gens du peuple, puisque c'est à peu près le seul document du passé qui restitue, avec des modifications, il faut être un peu attentif aux scories qui sont laissées à l'intérieur des documents judiciaires, mais c'est à peu près le seul document qui permette d'aller véritablement près des gens qui n'ont pas laissé de traces parce qu'ils n'écrivaient pas. Et là, des juges, des greffiers captaient leurs paroles et la transmettait à travers des documents judiciaires. Ça m'a de plus en plus intéressé. J'ai continué ensuite
et j'ai regardé la criminalité de manière plus large au Parlement de Paris, la police, ici, aux archives de l'Arsenal, puisqu'il y a également une police qui a été inventée au temps de Louis XIV et qui s'est développée en particulier à partir du XVIIIe siècle, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu par hasard qu'en cherchant des matériaux, l'historien a toujours besoin de documents, je me suis spécialisé dans le crime. Et du coup, c'était la question que je voulais vous poser ensuite, mais vous y avez répondu effectivement. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces archives? Peut-être moins la justice elle-même que ce qu'elle permet d'entrapercevoir d'une société disparue. Absolument. D'une part, évidemment, les individus qui sont pris dans les filets, c'est-à-dire les coupables ou prétendus coupables, parce que les sorcières n'étaient coupables de rien que d'être une sorte de songe d'intellectuels de la culture dominante qui les a produites en réalité. C'était des magiciennes, en fait, c'est-à-dire la culture qui était la leur, c'était la culture picarde de ma mère, que j'ai retrouvée dans les sources. Mettre une botte d'ail au-dessus de la porte d'entrée. Je lui demandais pourquoi. Oh, c'est pour empêcher les mauvais d'entrer. En fait, c'était pour empêcher les sorcières d'entrer. La croyance populaire a une sorcellerie. Et effectivement, j'ai retrouvé dans ces documents, ces multiples documents, de quoi mieux comprendre les gens ordinaires, les masses, les paysans, les gens qui n'ont laissé aucune autre trace que celle de quelques lignes, quelques mots, quelquefois dans un procès. Mais du coup, c'est ce que vous expliquiez. Malgré tout, ce qui vous a intéressé dans cette grande connaissance intime des archives judiciaires, parce que en réalité, depuis votre travail de thèse jusqu'à aujourd'hui, ces archives judiciaires, vous avez montré, vous les connaissez dans leurs différentes, enfin, dans toute leur variété, et de manière très très intime, 3500 lettres de rémission, ça commence à constituer des corpus considérables pour travailler sur ces matières-là. Mais vous en êtes venu à vous intéresser aussi effectivement au comportement violent et à la question de la violence et de la criminalité en vous posant la question de la transformation sur la longue durée de la violence. Et vous êtes un des premiers historiens français à avoir introduit en particulier la pensée de Norbert Elias comme un outil pour essayer de réfléchir ces transformations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, de la pensée de Norbert Elias et d'autres, parce que je cherchais des moyens de comprendre ces documents différemment des légistes. Ce n'est pas du tout la justice et le fonctionnement de la justice qui m'intéressent. Donc, j'ai cherché d'autres choses, des sociologues. La violence, qui est un phénomène en Europe juvénile, aussi bien au XIIIe siècle qu'au XXIe siècle, et juvénile masculin, parce qu'il y a plus de 80% des homicides qui sont des hommes, des jeunes hommes. Les femmes ne sont pas particulièrement douces par nature, mais elles peuvent l'être énormément par culture. La civilisation occidentale ne leur permet pas de porter des armes, ne leur permet pas de porter des vêtements masculins. C'est un crime à l'époque moderne de s'habiller en homme pour une femme. Et elles sont considérées comme étant naturellement douces. Douces mais perfides. Parce qu'en même temps, la culture de l'époque les lie beaucoup plus aux démons que les hommes. C'est pour ça que les sorcières sont le seul cas de criminalité avec l'infanticide qui dépasse 80% de femmes exécutées sur un contingent quelconque, national ou régional. Les premiers éléments statistiques
incomplet, existe à partir du XIIIe siècle en Angleterre pour la violence, ce qui a permis aux historiens de faire des statistiques, de temps en temps le chiffre est utile, et de compiler des centaines de travaux jusqu'à notre époque pour se rendre compte d'une trajectoire de la violence qui diminue énormément dans le monde occidental, en passant d'un indice 100 à un indice 1, c'est-à-dire, comme on calcule, surtout d'après les homicides, qu'il y avait au XIIIe siècle en Angleterre, dans les universités anglaises par exemple, 100 fois plus d'homicides qu'il n'y en a aujourd'hui en général en Europe, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est un phénomène qui est un phénomène occidental que Elias a appelé la civilisation des mœurs, et qu'il n'a pas étudié la violence en tant que telle, mais elle en est un exemple extrêmement important sur lequel je me suis penché et j'ai essayé d'expliquer les phénomènes par rapport à l'évolution des sociétés et des cultures sociales, c'est-à-dire la domination masculine occidentale qui permet aux jeunes hommes un défoulement y compris violent et meurtrier. Au XVIe et au XVIIe siècle, le meurtre d'un jeune par un autre jeune était pratiquement toléré par la justice, mais aussi par les sociétés, par le roi qui donnait des grâces à ces jeunes violents homicides. Et c'est un phénomène qui existe encore aux États-Unis, par exemple à Chicago, dans certains quartiers où le taux de violence est aussi élevé qu'au XIIIe siècle en Angleterre. Ce sont des jeunes noirs de 13 ou 14 ans qui tuent des jeunes noirs de 13 ou 14 ans. Et même de plus en plus jeunes dans les sociétés occidentales aujourd'hui, surtout dans les sociétés comme l'Amérique, où les armes sont extrêmement nombreuses et non seulement tolérées, mais activement encouragées. Donc, les phénomènes en question sont des phénomènes de relation. La violence, pour moi, c'est une expression des relations de puissance et de pouvoir entre les gérontes, les nouvelles générations, mais aussi entre les hommes et les femmes, dans tous les secteurs. Si bien que le phénomène de la violence n'est pas seulement un phénomène judiciaire, ce n'est pas parce que la société a décidé de pratiquer ainsi une éradication de la violence, elle ne l'a jamais réellement éradiquée, elle l'a fait disparaître pour des raisons qui étaient, Elias l'explique, pour des raisons qui sont de développement de nouvelles formes culturelles, dans lesquelles les jeunes mâles sont beaucoup plus encadrés. Là, c'est Michel Foucault qui l'a montré. À partir du XIXe siècle, les jeunes mâles violents sont tout simplement moins violents parce qu'ils sont beaucoup plus encadrés, notamment par l'armée obligatoire. On leur apprend que la violence, comme on disait à Versailles sous Louis XIV, c'est au service de la patrie, pas entre soi. Donc une sorte d'apprentissage d'un autocontrôle de la violence occidentale chez les jeunes mâles. C'est ce que m'a montré aussi la fréquentation de sociologues comme Edward T. Hall, qui parle des distances auxquelles on devient agressif. On devient agressif, par exemple, si on entre dans votre bulle personnelle, c'est-à-dire moins d'1,50 m de distance. L'agressivité occidentale française peut commencer à cette distance-là. Dans d'autres sociétés,
La distance est plus large, plus étroite, tout dépend de la culture et du fonctionnement. Et puis d'autres sociologues comme Erving Goffman, qui est également de langue anglaise, m'ont appris que les sociétés fonctionnent comme un théâtre de représentation sur lequel on marque quelque chose. La violence pour les jeunes, et encore aujourd'hui, c'est leur honneur, c'est-à-dire c'est leur valeur sur le marché, leur valeur dans leur société. Exprimer certaines formes de violence, extrêmes quelquefois, ou un peu plus contrôlées, en France dans les banlieues, c'est exprimer une sorte de définition de soi-même et d'espoir que l'on pourra accéder à un statut qui est le statut normal. Le jeune qui montre sa violence et qui fait ainsi le jeu des gérontes et des sociétés établies en attendant son tour par des violences rituelles entre soi qui ne vont pas trop loin dans certains domaines. En Europe, elles ont été fortement auto-concentrées, auto-limitées. En Amérique, elles ne le sont pas. Par exemple, à Chicago, la violence est toujours une expression destructrice des jeunes par les jeunes. Ils se montrent meilleurs que les autres parce qu'ils espèrent obtenir une meilleure place que les autres, et la société blanche américaine laisse les Noirs s'entretuer. C'est pour ça que massivement, aux États-Unis, la violence juvénile masculine est aussi non blanche. Et une violence masculine qui occupe effectivement l'essentiel de ce que l'on peut voir dans les archives, et vous en tirez des traits jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes aussi, et c'est particulier dans votre travail, intéressé à la place des femmes dans la criminalité, et en particulier aux figures de femmes criminelles, des figures qui sont rares, qui sont extrêmes. Mais qu'est-ce qu'elles révèlent de la société qui les punit, selon vous? Elles révèlent beaucoup sur la société. Vous avez vu que récemment, dans un pays étranger, ils ont pris la décision de considérer comme criminel la fornication hors mariage et l'adultère. C'était le cas en Europe. Au XVIIe siècle, la relation sexuelle hors mariage était non seulement un péché, c'était un crime. Il n'était pas très poursuivi, évidemment. La masturbation était d'ailleurs aussi un crime. Mais les juges disaient « Oh, le problème, c'est que c'est difficile à vérifier. » Et rompre un mariage, ou plus exactement, être adultère, était un crime quelquefois extrêmement grave. Au XVIIe siècle, il pouvait même être puni de mort en fonction de l'origine sociale de la personne. Évidemment, le roi y échappait, et beaucoup de gens de qualité également, mais si un homme du peuple était adultère avec une femme de niveau supérieur, il risquait de mourir, il risquait d'être exécuté. Donc ça révèle des tas de choses, et ça révèle en particulier la situation de la femme. La sorcellerie, la grande crise de sorcellerie du XVIe, XVIIe siècle, c'est une poussée d'antiféminisme extrêmement brutale. C'est une des périodes les plus antiféministes de notre histoire ancienne, et ces sorcières n'étaient pas du tout des coupables. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a aucune preuve que l'une d'entre elles ait pu jamais faire ce que les procès racontent. C'est impossible. C'est l'accusation principale, qui est le sabbat démoniaque, les meurtres d'enfants, les chairs d'enfants mangées, c'est une pure fiction. Mais cette pure fiction a permis de
placer sur les femmes un peu plus de diabolisme qu'auparavant, sur toutes les femmes, et d'inciter celles qui ne voulaient pas se retrouver sur un bûcher à devenir une bonne épouse et une bonne mère. La bonne tradition que le 19e et le 20e siècle ont reprise. À leur manière, on ne brûlait plus les sorcières, mais une femme normale, bonne, bourgeoise, ne pouvait être qu'une mère et une épouse dévouée. Le reste, c'était Sarah Bernard, c'était la grande horizontale qui était en même temps une sorte de femme fatale que les hommes voulaient évidemment connaître de très près, mais que les femmes considéraient comme un modèle négatif. Jusqu'au début du XXe siècle, par exemple, les femmes bourgeoises n'étaient pas autorisées à porter des parfums, ni à se maquiller. Par quoi? Pas par la loi, par le code de politesse. Une femme bien ne se maquille pas. Elle ne porte pas les parfums voluptueux de Rachel. Rachel, c'est une tragédienne du milieu du XIXe siècle, de Sarah Bernard, avant les garçonnes, avant une petite libération qui a commencé avec les garçons et qui s'est développée beaucoup plus intensément par la suite. Donc ça m'a beaucoup intéressé de regarder de près le statut de la femme, parce que ça raconte énormément sur notre société, sur le fonctionnement et les évolutions de notre société. D'ailleurs, j'en parle dans un livre qui va paraître au début de février, qui s'appelle « La séduction, une passion française », où je montre en particulier l'évolution de la séduction féminine qui était interdite. La femme n'avait pas le droit de séduire avant les garçons, avant une époque très récente. La séduction pour la femme ne peut être que passive, tandis que l'homme, lui, a le droit de séduire, de violer et de brutaliser. On le voit, vous faites sans cesse, on l'a bien entendu, des allers-retours entre l'autre foi que vous étudiez en tant qu'historien et ce qu'on pourrait appeler l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être pour en revenir plus précisément à la question de la justice, est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, des grandes affaires médiatiques ou des événements sociaux, des crises de violence ont modifié votre regard sur les objets passés sur lesquels vous travaillez, ou inversement, est-ce que votre travail d'historien sur la justice vous a permis de lire peut-être un peu différemment des événements qui ont marqué la vie judiciaire et la vie sociale d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, je cherchais des explications pour moi-même, pour ma culture d'origine, qui est une culture refoulée, la culture picarde. Ma langue jusqu'à 7 ans, c'était le patois. Je ne parlais pas un mot de français. Je l'ai appris avec des coups de règle sur les doigts à l'école. Donc, je cherchais des compréhensions, parce que la violence, je l'avais trouvée. J'ai fait partie d'une bande de jeunes qui jetaient des cailloux à une autre bande de jeunes. J'ai fait partie d'une bande d'adolescents qui était une bande de jeunesse telle qu'il y en a plus brutale dans les banlieues aujourd'hui. Alors, le travail sur la justice, ou plutôt sur la criminalité, parce que ce n'est pas la justice qui m'intéresse, c'est le fond de l'affaire, ce que la justice, pour ne pas dire trop de mal d'elle, disons, elle suit les codes de la société dominante, la justice. Et la justice, c'est toujours pour permettre aux puissants de dominer ceux qui ne sont pas aussi puissants, dans mon esprit. Donc ce n'est pas la justice qui m'intéresse, c'est de savoir comment il y a ainsi des fonctionnements socio-culturels qui empêchent la majorité d'être la majorité, de voter
pour jeter dehors des individus qui sont quelquefois assez horribles, comme aux États-Unis, l'avant-dernier président, ou même tout simplement pour exercer ce qu'on appelle la démocratie. La justice, c'est un phénomène, la criminalité, c'en est un autre. La criminalité est un révélateur de l'état des relations entre les dominants et les dominés, pour l'essentiel. C'est ce que cela m'a appris. Aller chercher ces fonctionnements est important parce que ça raconte aussi quelque chose sur nous maintenant. Les mêmes types de fonctionnement existent aujourd'hui. Et les grandes affaires criminelles, quelles qu'elles soient, ont toujours quelque chose à vous expliquer, comme par exemple Outreau, l'affaire d'Outreau, ou le petit Grégory sur les enfants, ou encore plus maintenant, la pénétration de la justice des dominants à l'intérieur du foyer conjugal et du foyer familial. C'était le dernier niveau qui résistait à une justice ou à une criminalisation. On est en train d'y passer, on est en train de voir arriver des choses comme donner une gifle à sa femme, qui était un acte que j'ai vu faire des milliers de fois dans mon terroir natal, donner une gifle à sa femme sur le même terroir natal, mais aujourd'hui, ça vous casse votre carrière politique. Parce qu'il se passe quelque chose, maintenant, la violence n'a pas augmenté, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs. C'est notre sentiment d'insécurité liée à la violence qui a changé. La violence n'a pas augmenté, mais la criminalisation des choses dont on ne s'occupait pas, battre sa femme dans son foyer conjugal, violer une fille parce qu'on était vedette de la télévision ou du cinéma, en France aussi d'ailleurs. On ne s'en préoccupait pas. Maintenant, tous ces phénomènes commencent à être passés à la moulinette parce que notre société est devenue une société beaucoup plus individualiste, où le regard est en train de se poser dans des secteurs qui autrefois étaient tabous, interdits, parce qu'on n'osait pas y aller. L'intimité familiale. Je me souviens d'avoir écrit en 2008 que le dernier élément de la violence, le dernier élément criminalisable de la violence, c'était ce qui se passait à l'intérieur du couple. Eh bien, effectivement, on y est maintenant. Il va se passer aussi des choses intéressantes. Et pour moi, l'histoire sert toujours à éclairer le présent. Parce qu'elle m'a servi à éclairer ma propre démarche, ma propre vie. Donc, l'histoire n'est pas morte. Si elle est morte, elle ne m'intéresse pas. L'histoire, c'est du continuum et des choses. Elle ne donne pas de leçons, l'histoire, mais elle donne des moyens, des méthodes pour pouvoir analyser des choses qu'on vous vend quelquefois désodorisées, sans saveur, à travers des idées toutes faites, médiatiques, qui sont aussi le système de la domination. Dans toute société, chez les êtres humains, il y a des dominants. Il est difficile de penser que ça changera un jour, mais il faut des procédures dans les sociétés très évoluées comme les nôtres pour que ces dominations n'apparaissent pas aussi fortement violentes qu'elles le sont en réalité. On le voit, vous êtes soucieux de réfléchir au temps présent aussi. Vous avez enseigné toute votre carrière.
à Lille, à Villetaneuse. Vous enseignez, je m'en souviens bien, à tous les niveaux des étudiants, et en particulier aux étudiants de première année, avec l'idée que c'était sans doute un moment important pour ces étudiants et pour s'adresser à eux. Vous êtes un auteur prolifique, on peut le dire, qui est traduit, qui est lu. Vous vous adressez à un public large. Vous avez travaillé aussi sur le plan pédagogique à pas mal de manuels. Donc il y a sans doute chez vous un goût et puis un sens prononcé de la transmission, on dirait de la vulgarisation. Comment est-ce que vous saisissez de cet enjeu-là et comment est-ce que vous l'envisagez, cette mission de la transmission? Je l'envisage tout simplement pour rendre à ceux qui m'ont donné. Parce qu'en fait, c'est grâce à quelques hussards noirs de la République que je dois ma carrière. J'étais programmé pour aller travailler au fond de la mine. Et mon instituteur, dont j'ai oublié le nom, puis mes professeurs, par la suite, m'ont apporté quelque chose de fondamental. Je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas possible aux États-Unis. On ne peut pas aller dans les universités américaines en ayant mon profil, parce qu'il faut au moins 50 000 $ de droits d'entrée par an, ce qui n'était pas possible pour mes parents. Donc, j'ai toujours envisagé, en particulier à Lille et à Villetaneuse, qui sont des universités de régions spéciales, de régions très prolétariennes. J'ai toujours envisagé de rendre ce qu'on m'a donné aux bons étudiants que je voyais, que j'identifiais. Ça ne m'empêchait pas de donner de très mauvaises notes à ceux qui n'étaient pas de bons étudiants. Mais quand j'en repérais d'excellents, en particulier quand ils avaient quelques handicaps culturels et sociaux, j'avais le désir de les aider à obtenir ce que moi-même j'avais obtenu. J'ai eu aussi un excellent professeur de maîtrise, plus exactement une sorte de régisseur. J'étais son seul étudiant, Pierre Dayon, et il m'a laminé et formaté, formé, travaillé. J'allais toutes les semaines chez lui lorsque je faisais ma maîtrise, et j'ai donc adapté le même système à mes étudiants en recherche. Et j'aimais aussi bien les former dès le début, parce qu'après tout, il faut toujours commencer le plus tôt possible pour pouvoir bien les orienter, les former, en particulier dans le domaine de l'histoire qu'on appelle moderne, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, où il faut apprendre la lecture des documents d'époque, ce qui n'est pas facile, il faut plusieurs années en général. Donc j'ai une sorte de désir de transmission, effectivement. Et pour moi, l'histoire, c'est quelque chose de très personnel, à cause de ma carrière, de ma formation, mais c'est aussi quelque chose de très formateur. Et je n'aime pas beaucoup le développement d'une forme d'histoire actuelle, de grands vulgarisateurs qui pensent être capables de faire le métier, alors qu'il faut au moins 50 ans pour faire un historien, disait Goubert, il n'avait pas toujours tort, et qui publient des livres qui ne sont que des compilations d'ouvrages d'autres individus, parce qu'ils ne sont pas capables de pratiquer eux-mêmes la recherche nécessaire pour former leur idée sur le sujet. Et moi, j'essaie de faire une histoire qui est fondée sur des documents. Il faut des documents, il faut aller regarder de près, des originaux, en particulier au XVIe siècle, qui était mon grand plaisir de recherche initiale.
mais il faut aussi les expliquer à des gens qui n'ont pas produit ces documents. Il faut les rendre accessibles et que l'histoire serve à quelque chose de notre temps. Ce n'est pas un musée. Ce sont des expériences, des sentiments, des douleurs, des questions qui ont été vécues. Et il faut le faire comprendre autant que possible à ceux qui, aujourd'hui, ne pourraient pas du tout comprendre l'histoire du passé si on ne les aidait pas de cette manière. Parce qu'il est trop facile de considérer que, ou bien c'est le bon vieux temps. Le passé n'est pas un bon vieux temps, c'est un temps épouvantable. Le XVIe siècle ou le XVIIe étaient des temps épouvantables, où une femme qui avait un enfant hors mariage en France et qui ne le déclarait pas aux autorités, était pendue si son enfant mourait, même s'il était écrasé par une charrette. Et c'était plus fréquent que les bûchers de sorcières, parce qu'un édit royal, la justice, avait décrété qu'il était interdit, en gros, de copuler hors mariage. Donc, ce sont des choses qui méritent d'être explicitées. Elles existent encore sur notre planète, en Indonésie ou dans les pays arabes, il y a des phénomènes de relations hommes-femmes qui sont assez proches de ce que nous avions, nous, à l'époque moderne, ne serait-ce d'ailleurs que le port du voile. Ma mère ne sortait jamais cheveux découverts. C'était une paysanne d'origine, mais les cheveux découverts, c'est impossible parce que c'est impudique. Une femme aux cheveux découverts est anormale. Alors, ce sont des choses qui m'intéressent de comprendre aussi qu'est-ce qui change, comment ça change, ce qu'il faut pour que ça change, et si on peut, en tant qu'historien, y participer un petit peu, au lieu de raconter l'histoire de Henri IV, par exemple, à travers les élucubrations d'un professeur de littérature ancienne, ou à travers les compilation d'un ancien financier qui se trompe d'ailleurs d'époque et qui présente pour l'époque de Henri IV la démographie et l'économie du temps de Louis XIV. Je crois que les historiens ont des raisons d'exister parce que l'histoire n'est pas faite par tout le monde, même si tout le monde peut espérer pouvoir en faire. Ça s'apprend, c'est un métier comme un autre, et Mitterrand, notre président passé, aurait bien aimé faire un livre d'histoire, mais il n'a jamais osé le faire. D'autres se sont lancés dans l'aventure, comme ministre, par exemple, et ont fait des choses qui méritent d'être regardées de très près pour beaucoup rire dans les chaumières. Donc, je pense qu'il y a un intérêt à essayer de démythifier l'histoire, d'autant plus que beaucoup de choses se font au nom de l'histoire. L'histoire est utilisée par tous les tyrans. Il y a toujours une histoire pour attaquer un voisin, par exemple. On a une histoire mythique que l'on peut produire. L'histoire, c'est dangereux aussi. Si c'est mal utilisé, si c'est déformé, ça peut donner n'importe quoi. Et ça peut donner des tyrans qui ont un pouvoir politique important, qui, au nom de l'histoire, assassinent, massacrent, etc. C'est un phénomène qui n'est pas neutre. Et les Français ont une relation très particulière à l'histoire. D'abord parce qu'ils ont été un grand peuple, ils ne sont plus autant. Ensuite, parce qu'ils ont, sous la Troisième République, voulu démontrer qu'ils étaient les maîtres du monde,
Ils avaient un énorme empire et l'histoire était un moyen extraordinaire pour avancer. J'étais du temps, parce que j'étais professeur d'école normale à un moment, j'étais du temps où on enseignait encore en Afrique les manuels d'histoire traditionnels dans lesquels on voyait que nos ancêtres sont les Gaulois et que les Gaulois sont des gens invincibles. Ils ont failli battre César et même s'ils ont été battus, ils résistaient. Ils n'avaient qu'une seule crainte, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. C'est ce qu'on racontait en Afrique, en Indochine, dans nos colonies. L'histoire est aussi un élément qui peut être déformateur. C'est formateur et déformateur. Il ne faut pas laisser l'histoire aux imbéciles, ni surtout permettre qu'elle soit faite par des gens qui n'ont pas de formation. C'est une idée que je conserve parce que je ne pense pas que les historiens soient extrêmement utiles directement, mais sans la culture historique, sans la culture en général, sans les sciences humaines, sans les phénomènes de ce genre-là, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire, on risque vite de devenir des financiers qui font de l'argent ou des scientifiques qui ne regardent pas quelles sont les conséquences des applications de ce qu'ils ont produit. Donc j'ai aussi quand même appris de mes maîtres du passé une sorte de valorisation de l'histoire, du livre et de la transmission d'une mémoire qui n'est pas toujours une bonne mémoire. Parce qu'on découvre aussi, en faisant de l'histoire, beaucoup de choses qui ne sentent pas très bon, y compris chez des gens qu'on considérait comme de formidables héros du peuple français ou d'un peuple quelconque. Donc c'est à peu près mon regard sur le phénomène. Et du coup, plus précisément pour ce qui nous occupe à Criminocorpus, où nous poursuivons cet objectif de diffuser par la revue en ligne, par le musée virtuel, on se pose la question de faire advenir un musée de la justice, pourquoi pas? Est-ce que, selon vous, ça pourrait être quelque chose d'utile ou d'intéressant? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui permettrait justement d'éviter de montrer au public soit une version erronée de l'histoire de la justice? Comment faire pour pouvoir transmettre au sein d'un musée de la justice des connaissances, des savoirs sur cette histoire? Oui, je n'y ai pas réfléchi énormément, mais j'ai quelques idées là-dessus. Il me semble qu'effectivement c'est utile. Ce serait utile de faire une sorte de mise en perspective de l'histoire criminelle et de la justice. Vous remarquerez peut-être que mon opinion sur la justice n'est pas entièrement favorable. J'ai été récemment, comme citoyen américain, appelé dans un jury criminel à New York, concernant un homme noir, jeune, de 25 ans, qui avait tué accidentellement un conducteur d'autobus en percutant son autobus au petit matin dans une rue de New York. Et j'ai découvert ce qui m'a beaucoup horrifié, que la justice américaine n'était pas du tout juste, absolument pas juste. Elle est d'une injustice extraordinaire et elle est raciste. J'étais un des 12 jurés. Il y avait 3 ou 4 noirs, et le juge nous a roulés. Il nous a menés en bateau, parce que c'était une affaire très, très médiatisée. L'oncle de ce jeune homme était un célèbre
comment peut-on appeler ça, effeuilleur, modèle noir new-yorkais, donc c'était très médiatisé. Et le juge nous a menés en bateau. Je me suis fait aussi avoir parce que je ne connaissais pas parfaitement le phénomène et la justice américaine. Il nous a dit qu'il n'aurait pas une très grande peine. Il y avait dans le jury une femme qui voulait absolument qu'il soit... On ne condamne pas à mort à New York, mais elle voulait qu'il soit emprisonné à vie sans possibilité sans restriction quelconque de sa peine. Alors le juge a dit non, il ne sera pas de... On a accepté finalement, après 1 mois de délibération, et le jeune homme a pris 25 ans de prison. Ce qui m'a fait penser, pour diverses raisons qui seraient trop long d'expliquer ici, que la justice new-yorkaise, que je croyais plus impartiale, dans une ville que je croyais moins raciste, était profondément raciste. Et qu'elle était tout à fait typique de la justice américaine. La justice est typique de sa culture dans laquelle elle se reproduit. Donc, ce n'est pas la justice qui m'intéresse, c'est la criminalité pour moi. Et il faudrait effectivement que Criminocorpus puisse mettre en perspective des erreurs judiciaires. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires. Il y en a énormément. Et les erreurs judiciaires, on n'aime pas trop, quand on est juriste, en parler. Et pourtant, c'est fondamental pour que la justice évolue et qu'elle cesse de produire des erreurs judiciaires qui ne sont pas des erreurs judiciaires. Alors, je crois qu'il faudrait penser à ça, c'est-à-dire penser au fait que la justice est faillible et que la justice est relative, qu'elle est complètement fonction de son époque et des pressions qui peuvent se faire, directes ou indirectes, sur elle-même. Donc il faudrait que Criminocorpus montre des choses de ce genre-là, à mon avis. Parce que sinon ça va faire un musée comme celui de la préfecture de police de Paris. C'est-à-dire on verra la balle qui a tué un tel, le pistolet ou le couteau de tel assassin. Ça c'est pas tout à fait le type de musée que j'aimerais. D'accord. C'est intéressant de déconstruire pour mieux comprendre et éviter les histoires rêvées et les fantasmes. Voilà. Oui, parce que la justice est aussi un rêve, beaucoup plus que l'histoire. L'histoire est plus critique. La justice, elle a tendance à se considérer comme infaillible. La question que j'aurais voulu vous poser, qui me semble à la fois amusante et intéressante, Robert Muchemblé, si aujourd'hui vous deviez vous lancer dans une nouvelle thèse, quel sujet vous intéresserait? Est-ce que vous reviendriez à ce cher XVIe siècle? Est-ce que vous changeriez complètement d'époque, d'objet? Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui? Je referais la même. Non, je referais la même, ou plus exactement que mon premier livre, qui n'était pas ma thèse, Culture populaire et culture des élites, parce qu'à l'époque, c'est comme la justice, certains historiens prétendaient que la culture populaire n'existait pas. C'est-à-dire que la culture populaire était morte. De Certeau, le père de Certeau, Revel, Chartier, etc. Et moi, je suis arrivé et j'ai montré que la culture populaire existait, parce que c'est ma culture. Mais j'ai eu peur, à l'époque, d'aller trop loin. Parce que vous savez, dans le métier, si on veut monter dans les gradins universitaires, il ne faut pas mettre en colère les patrons précédents. Donc, si on veut faire une belle carrière, il faut se taire sur certains points. Maintenant, je dis ce que je veux, mais ma carrière est faite et je ne crains plus rien que
les critiques qui arrivent lorsque je dis par exemple que Louis XIV sentait des pieds. Bon, un critique du Figaro a trouvé que c'était scandaleux. Oui, bah oui, non, tout simplement, Louis XIV sentait des pieds. Je sais, c'est pas tout à fait la statue du roi Soleil, mais alors j'aimerais refaire une thèse en sachant ce que je sais et en ayant moins d'inhibition que je n'avais. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Merci. Oui, parce que l'histoire de la culture populaire a été... Vous savez, j'ai eu... Ça m'a fait connaître d'ailleurs à l'époque, parce que j'étais attaqué comme jeune, pas attaqué méchamment, mais il y a eu un tir de barrage pour dire que la culture populaire n'existe pas. Mais la culture populaire existe. C'est en particulier la même chose pour la magie. La magie existe, je l'ai vécue. Ma mère était... Moi, je ne suis pas du tout intéressé par la magie en tant que telle, mais je voyais qu'elle pratiquait. Elle ne pratiquait pas la magie, mais elle avait des tas de croyances magiques. Et c'est le cas de la population ordinaire. C'est encore le cas aujourd'hui. La magie est très développée dans les fonctionnements. Lorsque vous jetez du sel au-dessus de l'épaule, ne passez pas sous une échelle, etc. Ou bien acheter de la corde de pendu, ou regarder dans le miroir si vous n'y voyez pas la tête du démon. La culture populaire, aujourd'hui, je la présenterai dans sa vérité, parce que je la connais beaucoup mieux, et en particulier dans ce phénomène magique que l'Église catholique ne laissait absolument pas passer il y a 50 ans. Le père de Certeau était là, c'est un jésuite, il était là pour dire « Attention, halte là, c'est dangereux, c'est pas le dogme ». Alors, moi, je n'étais pas d'accord avec lui, mais je n'osais pas aller trop au-delà dans ces domaines. C'était un peu trop dangereux pour un jeune universitaire qui avait un peu d'ambition. D'ailleurs, j'en ai un peu souffert, bien sûr, parce que il s'attache à moi une petite atmosphère diabolique chez les bien-pensants de certaines variantes historiennes ou judiciaires actuelles. Je me souviens une fois avoir fait une conférence chez les Dominicains de Strasbourg. J'étais très content d'être pris pour le démon, mais enfin, c'était tellement visible que ça en devenait amusant. C'est cette familiarité avec le diable et ses suppôts qui... C'est pas la familiarité avec le diable, je crois pas au diable. C'est tout simplement le fait de casser les certitudes, d'entrer dans des domaines qui sont tabous. Parler de la magie devant un exorciste, j'ai beaucoup pratiqué d'exorcisme, quand je faisais des émissions de télévision, ils invitaient toujours un exorciste avec moi. Et je parlais beaucoup plus que lui parce qu'il avait peur de moi, parce que lui, il me croyait démon. Moi, je ne le croyais pas démon, je le voyais simplement. Hein. Mais les phénomènes en question sont à la fois amusants et inquiétants, parce que je ne suis pas sûr que si je faisais la thèse dont j'ai parlé, j'aurais une carrière. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci.